Thatcher ou Napoléon sont des leaders décisionnels. Plus taiseux, plus en recul, ils ont une énorme motricité, mais tout ce qu'ils produisent à la fin des fins, c'est toujours la décision. Un relationnel, Sarko ou Simone Veil sont des leaders relationnels. Donc ils vont être plus dans une logique, pour le premier, chef de bande, pour la deuxième, d'avoir des causes successives, mais d'être d'abord touché par l'humain immédiat, sans forcément prendre en compte le contexte, les conséquences, etc. Donc c'est des gens qui vont mobiliser émotionnellement sur des sujets qui leur paraissent importants, mais va y avoir un manque de continuité, de réactualisation du dispositif derrière. Et puis, tu vois, enfin, Thatcher ou Napoléon sont des leaders décisionnels. Plus taiseux, plus en recul, ils ont une énorme motricité, mais tout ce qu'ils produisent à la fin des fins, c'est toujours la décision. Voilà. Alors, avec des moments plus ou moins raides, c'est en ça qu'il n'y a pas de leader parfait, mais ce qui est intéressant quand on évalue un leader, c'est de voir sa trajectoire. Voir à la fin des fins ce qu'il a réussi à construire. Voilà. Et à l'opposé, si je reprends toujours en exemple politique, si tu prends Attali, Hollande et Fillon, ou chez les femmes, tu prends Valérie Pécresse, Mère Teresa ou Anne d'Autriche, ce sont 6 personnalités en réaction. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont besoin d'être déclenchés, qui ont besoin d'avoir un contact premier pour se déployer. Il faut les lancer, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire qu'Attali, il a besoin de quelqu'un sur lequel se pluguer. C'est un conseiller. Il n'est pas automoteur du tout. Il n'a pas arrêté de changer de chef, comme Talleyrand, à qui on a dit d'ailleurs que c'était qu'il avait tout le temps changé de camp. Il a dit j'ai toujours servi la France. Voilà. Mais parce qu'il avait besoin d'un chef auquel se raccorder pour produire son conseil. Hollande, c'est monsieur consensus, pas monsieur conviction. Bon, Valérie Pécresse, vous voyez, c'est pareil, plus quelqu'un qui est à l'aise quand on lui pose des questions techniques que pour mettre le feu à une estrade. Voilà. Tu regardes, pareil, Mère Teresa, c'est Miss Accompagnement. Elle est là. Ce qui l'intéresse beaucoup plus, c'est déployer les gens, prendre le temps de prendre soin d'eux, les faire grandir. Voilà. Donc le bâton, en gros, c'est une équation entre le bâton, il vient surtout à une énergie d'impulsion, avec une capacité de décision. En gros, si on faisait le... Je te fais ça sur un schéma final. Vas-y. Toujours des schémas. C'est génial. Tac, tac. C'est... Tac. Je vais mettre ça un peu comme ça. Je parle d'axe, comme ça, vision, exécution. Tu vois, c'est une question que je pose souvent aussi là-dessus, c'est de dire, est-ce que tu connais militairement la différence entre De Gaulle et Napoléon? Non. Alors, je vais t'aider. Est-ce que tu peux me citer une bataille gagnée par De Gaulle? Moi, je suis une grosse quiche en histoire. Non, mais là, tu n'as pas de lacune en histoire, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas eu de victoire gagnée par De Gaulle. Il a eu des Américains, mais il y a eu des victoires politiques, mais militaires, il n'y en a pas eu. C'est resté un penseur militaire. Ok. La différence, au-delà du fait que Napoléon a une dimension plus tactique, etc., la différence, c'est que, militairement parlant, Napoléon a toujours eu l'obsession de s'entourer de personnalités complémentaires à la sienne. Okay. En l'occurrence, c'est ce que je suis en train de dessiner, c'était un certain Berthier qui lui a permis de faire en sorte que ses victoires débouchent, parce qu'à chaque fois qu'il décidait quelque chose au niveau tactique, il avait une intelligence opérationnelle qui remontait du terrain, qui lui permettait que ça colle à la réalité. Voilà. Quand tu regardes la victoire d'Austerlitz, justement, le trait tactique était génial. Je ne vais pas le décrire ici, mais ce qui a permis concrètement que ça marche, c'est que Berthier avait réussi à ramener des troupes qui étaient à 100 km de là, qui ont fait la marche la plus offensive, la plus rapide de l'histoire, l'armée du maréchal Davout, qui a fait 100 km en 24 heures en plein hiver avec l'équipement de l'époque, et qui fait que là où l'ennemi pensait tomber sur un creux, en fait, c'était un peu, tu sais, comme quand Tintin chasse l'antilope, il n'arrête pas de tirer, il dit j'arrive pas à la voir, puis il arrive, il y a un tas d'antilopes. Parce qu'il y en avait tout le temps qui déboulaient. Voilà. Là, c'était pareil. Il y avait des soldats français qui déboulaient tout le temps, et ils croyaient qu'il y avait 10 pelés au début. Et en fait, l'armée s'est constituée et a stoppé net cette volonté de couper la route aux Français. Et donc, tout ça pour dire que ce qui fait qu'on gagne les batailles, donc justement qu'on rentre dans le temps, c'est qu'on sait s'adjoindre, on revient à notre sujet, des complémentarités de personnalité. Quand je vois, moi, Einstein en liberté, je te dis, dans une boîte, je lui trouve Indiana Jones derrière. C'est-à-dire que mon sujet, c'est de dire, quel que soit le niveau de départ, il faut compléter. Le point commun entre Napoléon et Einstein, c'est que c'est tous les deux des leaders. Mais il y en a un qui est un leader décisionnel et un autre qui est un leader cérébral. Voilà. Dans la décision,
il y a deux niveaux de décision. Il y a ici, là, ce que je mets, premier croix, ce que j'appelle DS pour décision stratégique. Et là, ce que j'appelle la conduite, je vais mettre CTE, ou qu'on peut appeler sinon décision courante. Voilà. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il faudra jouer sur les deux. Là, Napoléon, il l'a intégré, tu vois. C'est pour ça que je mets sa barre assez large. Il a la décision stratégique intégrée. Mais il est évident que si Einstein a une boîte, il va forcément participer à la décision stratégique. Donc là, j'ai mis Indiana Jones parce qu'il prenait un peu tout le panel. Il n'empêche que là, ça va être un travail entre les deux. Ce sera sans doute Einstein qui décidera à la fin. Mais il faudra qu'il puisse avoir le retour fréquent d'Indiana Jones pour lui dire « D'accord, tu veux faire ça, moi je te donne les élémentaires. » Et donc, il y aura un travail assez efficace pour moi de dialogue pour pouvoir produire la décision stratégique. Voilà. Okay. Par contre, sur la décision courante, là, il faut mettre un chef, et plutôt un chef en second. Hein, quand je te parlais de Fillon d'Anne d'Autriche, Fillon, désolé, c'est pas un exemple éblouissant, mais tu prends Patton ou tu prends Bijard ou tu prends des grands guerriers comme ça, ce sont des gens qui sont des chefs en second, en fait. Parce qu'ils ont été exceptionnels dans la guerre, mais parce qu'ils étaient dans un cadre. Et Bijard, quand tu le fais passer ministre, n'est plus la même personne. Dans l'histoire, pour ceux qui ont la référence, MacMahon, le fameux général de Sébastopol, j'y suis, j'y reste, mais qui, quand il est au pouvoir, il y a zéro vision. Donc lui, il est en réaction, alors c'est ça que tu es en train de dire. Et comment, voilà. Toi, tu te positionnes où dans tout ça? Moi, j'avoue que très immodestement, plutôt côté Napoléon. C'est-à-dire en chef en impulsion. Ok. Si j'ai quitté l'armée, c'est que je pense que j'avais besoin de créer mon sillon. D'accord. Et donc, de creuser mon sillon. Et donc, je vois bien que le côté décisionnel m'a toujours parlé, beaucoup plus effectivement sur le stratégique, sur le temps long, sur les sujets de fond, même si j'ai investi beaucoup l'opérationnel, mais que j'avais besoin d'avoir un rapport direct à mon impact, et que dans l'armée, je voyais beaucoup de choses exceptionnelles, et tous les camarades qui sont encore font des choses exceptionnelles, mais plus sur une modalité d'action dans un cadre. Ils ont plus besoin du cadre. Donc toi, en fait, le côté Napoléon, donc c'est le côté vision, l'analyse stratégique, mais du coup moins l'opérationnel. C'est-à-dire que ça te remonte et là tu prends les décisions. Voilà. Après, un chef en impulsion, il peut faire les deux. Ok. Parce qu'il produit de la décision dans les deux cas. Mais cette question, elle est clé, c'est marrant parce que souvent les gens me disent « Mais pourquoi tu n'es pas resté dans l'armée ?» Il y a plein de raisons, il y a souvent des faits générateurs, il y a souvent des histoires d'entente, etc. Mais en gros, je pense que c'est une autre manière d'évaluer ce rapport de l'énergie dont je parle, entre impulsion et réaction. Une des manières de l'évaluer, c'est de voir l'arbitrage qu'on fait entre l'impact et l'action. Ok. C'est-à-dire que qui est en impulsion est obsédé de l'impact, est obsédé d'avoir part au sens final. Qui est en réaction a plus d'abord la volonté de produire, donc en fonction qu'il soit cérébral ou relationnel, de produire quotidiennement quelque chose. Pour le premier, plutôt de l'expertise ou des avis. Pour le deuxième, quand il est en réaction, de produire plutôt, s'il est relationnel, un soin régulier, quotidien, participer. Et puis s'il est décisionnel, plus d'être dans l'action. Quitte à... Vous voyez, je vois très bien tous les gens que j'accompagne qui sont grands serviteurs de l'État, ils ont besoin de savoir à quoi ça sert. C'est pour ça qu'il faut souvent retravailler là-dessus. Mais on va dire qu'à partir du moment où ils ont trouvé le minimum suffisant pour savoir à quoi ça sert, ils investissent plutôt le faire et l'action. Là où qui est en impulsion est obsédé de l'impact, est obsédé d'avoir toujours prise sur la finalité. Et donc, moi j'ai dû faire entre guillemets cet arbitrage qui est revenu souvent, et qu'effectivement il y a une partie de l'action qui m'a manqué, et qui me manque encore, possibilité de faire des trucs terrain, mais le besoin d'avoir prise directe sur la finalité était plus fort pour moi que la satisfaction de l'action. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental
pour t'aider à discerner ta part de responsabilité, au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.